rassurer tout le monde, ça n'a pas non plus satisfait Marine de devoir faire ce qu'elle a fait avec son père, sachant en plus qu'ils avaient une relation familiale et personnelle qui était quand même relativement forte. Donc je crois que ce que les gens ne perçoivent pas, parce que les médias aussi font en sorte de nous diviser, et ça je crois qu'il ne faut vraiment pas tomber dans ce piège, c'est que ça n'a pas été du tout de gaieté de cœur ce qui s'est passé il y a quelques années par rapport à Jean-Marie Le Pen. Et là encore, quand on voit certains se réjouir de l'hospitalisation de Jean-Marie à l'heure actuelle, on ne peut qu'être outré de ce qui se passe. Donc je crois que les choses ne sont pas aussi binaires, et qu'à partir du moment où on prend un peu de recul par rapport à ce problème-là, c'est sûr que c'est plus simple d'appréhender la chose. Par rapport au nom du Front National, c'est vrai que le changement a pu en heurter certains, mais d'un autre côté, on a quand même gardé le logo, on a quand même gardé le mot national. Alors c'est vrai que, je crois que Jean-Claude, toi tu es bien placé pour le savoir, c'est pas un changement qui a réuni 100% de satisfaction, 100% de vote pour, mais en même temps c'était pas l'objet. L'objet c'était vraiment de réunir une large majorité d'adhérents du Front National, qui est donc désormais le Rassemblement National, en faveur du changement de nom, ce qui s'est fait. Et je crois que maintenant, notre devoir, c'est aussi de se rassembler autour de c'est le cas de le dire, de cette nouvelle appellation, puisque c'est celle qui orientera notre bataille pour les européennes et pour les municipales à venir. Et j'aimerais revenir un peu là-dessus, puisque c'est vrai que, mine de rien, certes, la présidentielle est passée, certes, il y a eu cette déception, puisqu'on pouvait vraiment l'emporter. Alors c'est vrai que les choses n'étaient pas tout à fait semblables à celles de 2002, quand j'entends les gens me dire oui, mais Marine n'a pas été élue, c'est vrai qu'en 2002, par exemple, s'agissant de Jean-Marie Le Pen, c'était quand même difficile d'imaginer qu'il soit élu. Donc petit à petit, on se rapproche. Et moi, ce que je dis souvent aux gens qui me parlent de ça, c'est qu'on était à 17% au second tour de 2002, on est à 34% au second tour de 2017. Donc on a quand même une progression de 17%. Si on a à nouveau, lors de la prochaine présidentielle, une nouvelle progression de 17%, de 17 points, on sera à 51%. Donc je pense qu'il ne faut pas désespérer, et que tout simplement on est en train de participer à un combat de longue haleine, et que si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera sans doute demain, et les échéances progressives qui vont arriver, que ce sont les européennes ou que ce soit les municipales, sont des échéances extrêmement importantes, parce que vous pouvez le voir à Saint-Nazaire avec nos élus municipaux, ils sont quand même extrêmement actifs au sein des instances municipales pour dénoncer toutes les aberrations de la majorité de David sans intérêt. Voilà. Donc, je crois que l'heure, justement... T'as vu Il fait tellement de bons mots sur nous. Oui, voilà. Donc, je crois que l'heure est effectivement rassemblante, puisque la campagne des européennes va être une campagne qui va être très intéressante dans la mesure où nos alliés européens vont s'engager aussi dans la bataille. Vous avez vu que ce qui est en train de se passer en Italie à l'heure actuelle, puisqu'il y a eu ce fameux bateau de migrants qui a été refusé par l'Italie, ce qui nous montre d'ailleurs que quand on est volontaire et quand on est motivé pour mener le combat contre ces politiques d'immigration abusives, eh bien, de l'autre côté des Alpes, eux, ils y parviennent totalement. Et d'ailleurs, le récent sondage qui est sorti hier montre que 80% des Italiens soutiennent cette politique migratoire. Donc, ça montre bien que même si ils n'ont pas réuni la majorité des voix, ils ont réussi à arriver au gouvernement grâce à une alliance, les idées de la Lega sont quand même soutenues par une large majorité de la population. Et je pense que c'est aussi le cas en France. Donc c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, orienter notre discours de sorte à continuer à convaincre, puisque nos idées sont majoritaires, on le sait, dans l'opinion. Ces européennes, je crois, avec ce qui est en train de se passer en Italie, ce qui s'est passé aussi en Autriche, vont être un révélateur, puisque à l'heure actuelle, il y a 2 groupes eurosceptiques au Parlement européen. Ce qui se passe, c'est que les Britanniques, évidemment, ne siégeront plus au Parlement européen. Donc leur groupe, qui était un peu une sorte de concurrent ou de rival du groupe Europe des Nations et des Libertés, emmené par Marine Le Pen et ses alliés, va disparaître. Ce qui fait que seul, vraisemblablement, le groupe Europe des Nations et des Libertés va perdurer, et on devrait également voir se joindre à nous, alors c'est ce qui est probable, maintenant je ne peux pas vous le dire avec certitude, les députés européens de l'Alternative für Deutschland allemande, qui également est sur une position eurosceptique et anti-immigration abusive. Donc, tous les espoirs sont fondés pour ces européennes-là, sachant que si nous sommes à minima une grosse force d'opposition au sein du Parlement européen, nous pourrons faire encore plus valoir nos idées au Parlement européen, mais ça je pense que Gilles Le Breton vous en parlera mieux que moi lors de la fête de l'industrie qui va se tenir prochainement.
Et ce faisant, y compris dans les domaines migratoires, nous pourrons faire valoir nos idées. Sachant que l'objectif, évidemment, c'est de contrer la Commission européenne, qui est un organe non élu, qui est à l'initiative sur la quasi-totalité des directives européennes, en réalité. Puisque à chaque fois qu'un texte, alors je ne vais pas dire un texte de loi, puisque ça serait faire offense un peu à la souveraineté nationale, mais à chaque fois qu'un texte réglementaire de droit européen est voté, c'est toujours la Commission qui est à l'initiative, c'est-à-dire les commissaires européens comme Moscovici, qui n'ont pas été élus. Donc, je crois que les européennes vont vraiment être une échéance très importante, qui sera aussi l'occasion pour nous de faire valoir ce qu'on demande depuis des années, c'est-à-dire le retour de la souveraineté française pleine et entière, que ce soit la souveraineté territoriale, la souveraineté économique, la souveraineté législative, et enfin la souveraineté monétaire, dans cet ordre, qui sont les souverainetés que réclame Marine Le Pen. Et je crois que là encore, il ne faut pas s'engouffrer dans des débats juridiques stériles qui pourraient nous amener à remettre en question nos idées, puisque à partir du moment où on a un tant soit peu de volonté politique, on peut arriver à nos fins. Je vous rappellerai par exemple ce qu'a fait le général de Gaulle en 1962, à l'époque l'élection du président de la République n'était pas au suffrage universel direct, et bien il a contourné la Constitution pour pouvoir instaurer cette élection au suffrage universel direct, qui est aujourd'hui quasiment plus que la seule élection où on n'a pas un taux d'abstention énorme. Donc je crois que vraiment il s'agit d'une question de volonté politique, et pas du tout à mon sens d'article 50 ou de traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, puisqu'il faut, à mon sens, et je pense que c'est la doctrine qui est suivie par Marine Le Pen, récupérer nos souverainetés sans attendre quoi que ce soit de la Commission européenne. D'ailleurs, on a vu ce qui s'est passé dans le cadre du Brexit, c'est-à-dire qu'ils ont voté le Brexit en 2016, et ils vont récupérer leur souveraineté seulement 3 ans après, ce qui est quand même énorme, en plus en s'acquittant d'une addition tout de même salée, et pendant ces 3 ans, eh bien, il y a toujours les mêmes aberrations qui sont en vigueur dans leur pays aussi. Donc, vraiment, à mon avis, ces européennes-là seront décisives pour permettre de faire valoir nos idées au niveau européen, puisque désormais, nous avons un large socle avec nos alliés de la Lega, nos alliés du FPE en Autriche, qui sont tous les deux au pouvoir, mais aussi nos alliés allemands, et puis maintenant nous avons des alliés un peu partout, en Grèce, en Bulgarie. Je ne sais pas si vous avez suivi le 1er mai à Nice, où Marine Le Pen a présenté ses nouveaux alliés européens. Donc, ça n'est pas une voie sans issue, contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire. Nous avons ensuite les municipales. J'évoquais tout à l'heure, mais les municipales seront également extrêmement importantes, puisque là, c'est l'élection par essence où nous avons besoin de toutes les forces militantes, puisqu'il faudra être présent dans le plus grand nombre de villes possibles, évidemment là où c'est pertinent de l'être, pour faire valoir nos idées dans les conseils municipaux, sachant qu'il y a beaucoup plus que ce qu'on croit de compétences intéressantes à faire valoir. Je pense par exemple à la question de la sécurité avec la police municipale. Moi par exemple à Nantes, je me bats depuis quelques années pour exiger que les policiers municipaux soient armés. Et donc après la grande série de faits d'insécurité qui ont eu lieu à Nantes en 2015, j'avais demandé la démission de l'adjoint à la sécurité de Nantes, et il avait réagi en équipant les policiers municipaux de flashballs. Ce qui est c'est quand même une réaction qui est un peu ridicule, on peut se la mettre. Mais je pense que si on est dans les conseils municipaux, on peut davantage faire valoir nos positions et peut-être arriver à plus de résultats que ce qui a été possible. Sachant qu'au niveau national, maintenant, nous avons les équipes dirigeantes et Marine Le Pen en premier lieu, nous ont dit que nous avions carte blanche pour faire ce que vous avez fait à Trignac en 2014, mais là, évidemment, à plus grande échelle, c'est-à-dire une ouverture par rapport à des gens avec qui on peut s'entendre, et sans renier nos idées. Et sur un certain nombre de points, puisque, encore une fois, ce sont les compétences de la mairie, donc il ne s'agit pas de frontières nationales, mais sur les questions de sécurité, mais pas seulement, sur les questions de ramassage des ordures. Je crois que Gauthier l'a soulevé il y a quelques mois de cela. Il y a des problématiques qui se posent, et je crois qu'on peut y réagir, parce que ce sont des problématiques des problèmes du quotidien qu'une mairie peut résoudre, et actuellement dans beaucoup de communes qui sont gérées par les socialistes, donc pour moi ce sont vraiment les deux grands objectifs, sachant que vous pouvez chacun d'entre vous participer à cet effort, soit ne serait-ce que par exemple en proposant votre candidature sur une liste lors des élections municipales, ou bien s'il n'existe pas de responsable local, vous proposez vous, ce qui est alors,
là, je pense que ça peut paraître pour certains un peu, comment dire, hors de portée ou peut-être un objectif qui serait difficile à atteindre, mais en fait, c'est extrêmement simple, puisqu'il suffit juste de monter sa liste, de faire campagne. Après, on n'est pas obligé non plus de connaître tous les sujets par cœur. L'essentiel, c'est de bien connaître sa ville et puis de savoir ce qu'on pourrait proposer. Mais ça, en allant à n'importe quel conseil municipal, on peut souvent avoir des réponses. Et je crois qu'il faut toujours, à mon avis, garder notre objectif en tête, c'est-à-dire faire respecter notre identité nationale, lutter contre les problèmes qui rongent notre quotidien, c'est-à-dire les conséquences négatives des politiques d'immigration, et puis tout ce qu'on connaît et tout ce pourquoi on se bat. Donc je crois que notre combat ne fait que commencer, si je peux dire ça comme ça. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai été faire un plein d'essence, comme tout le monde ici, et j'ai trouvé, peut-être que je suis le seul, mais je ne pense pas, l'augmentation significative des taxes mises sur le plein de gasoil par l'État. Donc ces taxes, elles ne sont pas sur le gasoil, elles sont parce que dans quelques mois, Macron va mettre en place une hausse de TVA pour tout ce qui est restauration. Les hausses de TVA, que la TVA, c'est un impôt indolore. C'est-à-dire que l'entreprise, elle ne la paye pas, c'est les consommateurs qui la payent. Mais ça va aussi influer sur la consommation des gens. Est-ce que les gens vont acheter autant ou vont réduire, donc derrière, moins de consommation, moins d'emploi, donc moins d'emploi, chômage. Donc je vais faire plein d'essence, et j'ai regardé donc, les prix d'essence des années passées. Moi là j'ai fait de l'essence, mais j'ai regardé le prix du gasoil, en sachant que dans les années 2005-2006, le gasoil était à 90 centimes, et est passé aujourd'hui à 1,45 €. Et c'est à 1,45 €. Je trouve, peut-être que je suis le seul ici, je ne pense pas que cette signification, c'est une augmentation qui nous répercute chacun, parce que tout le monde a besoin de sa voiture pour aller travailler, mais aussi, si quelqu'un ne peut pas à la fin payer son essence, c'est bête à dire, mais certaines personnes ne peuvent pas non plus, ne gagnent pas non plus des milliers et des cents, et doivent faire des fois des centaines de kilomètres pour aller travailler. Donc je trouve que Macron aujourd'hui, c'est, comme on le dit souvent, président, on va dire, des riches. Tout ce qu'il fait va toujours dans le même sens, et jamais le sens du peuple. Aujourd'hui, les gens demandent, même pour les entreprises, comme j'ai dit, il augmente la TVA, mais derrière, les charges sociales, tout augmente, même pour les entreprises. Les entreprises, aujourd'hui, se trouvent dans un étau. Donc M. Macron veut relancer l'emploi, etc. Donc, il fait totalement l'inverse. Donc voilà, c'était un petit, on va dire, coup de gueule aujourd'hui sur cela, car je trouve qu'au fur et à mesure des années, tout augmente. Donc j'ai tendance de dire que Macron, il est moins bête qu'Hollande, mais en pire que Hollande, car il a fait passer la pilule à tout le monde. À tout le monde, au fur et à mesure des années. Personne, je vois, à part certains mélenchonistes qui ont voté Macron au second tour, mais qui veulent, comme nos amis anarchistes, ne pas le dire, parce que c'est pas très bien de le dire, de voter pour un mondialiste, c'est un capitaliste, quelqu'un qui ne pense qu'aux riches, qui gagne une certaine partie de la population. Et il arrive à passer cela à tout le monde. Tout le monde aujourd'hui, à part certains dans la rue qui, comme j'ai dit, soi-disant, ils manifestent pour l'intérêt de tout le monde, en fait, pour un intérêt personnel. Aujourd'hui, personne, à part l'Assemblée nationale, qui dénonçons cela. Je ne vois pas M. Mélenchon dire quelque chose sur ces hausses. Comme Jean Mélenchon qui, il y a quelques années, disait au match de foot, c'est bête, un smicard, d'aller voir des millionnaires, alors qu'aujourd'hui, il se pavane au stade de Marseille, puisqu'il est député de la France Insoumise, la circonscription de Marseille. Donc voilà, c'était un petit peu sur cela, parce que je trouve qu'aujourd'hui, toutes les taxes, hausses de taxes, influent surtout sur la consommation. Donc consommation, les gens ne peuvent plus acheter, en face, personne ne peut vendre, pas de vente, chômage, et c'est un cercle vicieux. Donc je vous alertais sur cela, je pense que je n'étais pas le seul à avoir cela. Donc voilà, ce sera tout pour moi. Absolument. Merci Baptiste, merci à nos différents orateurs.
pour ces propos qui sont, je le crois, beaucoup plus optimistes que ce que vous pouvez voir dans les médias s'agissant du Rassemblement National, le nouveau nom du FN. Vous avez eu différents exemples, somme toute, de la manière dont nous envisageons la politique comme une réponse à des problèmes que d'aucuns, au sommet de l'État, considèrent comme pas très importants, mais que nous considérons comme essentiels, parce qu'ils concernent la majorité de la population et que ces problèmes sont vécus au quotidien. Lorsque Jean-Claude vous raconte le quotidien de cette insécurité à Saint-Nazaire, le fait que notre ville devienne un petit peu Saint-Nazaire, orange mécanique, avec ses petits deals, ses petites frappes, ses coups au coin des rues, et tout ce que vous pouvez voir dans les journaux au niveau des faits divers, ce sont des choses qu'effectivement nos puissants ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ne vivent pas ces problèmes, et que grosso modo, ils n'auront jamais à affronter au sens propre les populations qui ici viennent, pour reprendre le mot de Jean-Claude, puisqu'il parlait de l'immigration, nous emmerder au quotidien. Et quand Arnaud, par exemple, peut évoquer parmi les prérogatives d'un conseil municipal le ramassage des ordures, je pense qu'implicitement tu voulais parler de l'état de la voirie aussi, le fait qu'on ait une voirie un peu dégueulasse, un petit peu défoncée, c'est pas au niveau d'une ville de Saint-Nazaire, ce sont des problèmes qui nous touchent au quotidien, qui impliquent y compris des enjeux de sécurité publique, parce que si une personne âgée ou si une personne à mobilité réduite se déplace sur une voirie défoncée, c'est un risque d'accident. Ces problèmes, nous les vivons au quotidien. Ces problèmes, les puissants ne les connaissent pas. Eh bien, ces problèmes, nous voulons les résoudre dans une approche locale, quotidienne, concrète, compréhensible de la politique, que nous vous avons exposée avec ces quelques exemples. De même qu'en Baptiste vous évoque un ticket de caisse à l'appui. Alors, je ne sais pas si tu avais montré le ticket de caisse, l'augmentation de l'essence avec ce problème de la TIPP, cette taxe, cette surtaxe de l'État qui fait que nous payons l'essence beaucoup plus cher que nous devrions normalement. Il est sûr que cela nous concerne au quotidien, que cela concerne en particulier beaucoup de professions, les agriculteurs notamment, mais que ces messieurs qui voyagent dans des voitures de fonction et qui peut-être n'ont pas fait un plein de leur vie ou depuis des décennies, effectivement, ces problèmes, ils ne les voient pas. Eh bien, nous sommes au contact de ces différents problèmes, ramassage des ordures, le prix du gasoil et des dizaines d'autres petits problèmes, que M. Macron, qui est actuellement pris dans ses problèmes de vaisselle, ou M. le maire, qui, me dit-on, s'est fait chahuter tout à l'heure au chantier naval de Saint-Nazaire parce qu'il était en visite, ces problèmes, ils ne les connaissent pas beaucoup. Il s'est fait chahuter tout à l'heure. Non, mais je demandais s'il l'avait projeté à l'eau. Non, l'extrême gauche a essayé de lui interdire l'accès au STX, mais bon, il est rentré par une autre porte. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon il aurait promulgué la loi. La méthode n'est pas très correcte, mais bon, Bruno Le Maire n'est pas quelqu'un qui objectivement défend l'industrie française. Et Arnaud, vous citez tout à l'heure M. Moscovici, commissaire européen. Je me rappelle avoir vu, il y a de cela 2 mois à peu près, une intervention de M. Moscovici devant la Fondation Jean Jaurès, qui est une fondation proche du Parti Socialiste, où il expliquait son bilan de commissaire européen. Eh bien, vous pourrez retrouver la vidéo sur nos réseaux. M. Moscovici explique calmement de quoi il a été fier lorsqu'il était ministre de l'économie entre 2012 et 2014. Et bien notamment, il était fier, dit-il, d'avoir, je cite, sauvé les chantiers navals de Saint-Nazaire. On n'a pas tellement vu le sauvetage, puisque la période 2012-2014, vous le savez, c'est notamment le début de cet épisode piteux des Mistral russes qui n'ont pas été vendus et qui de fait sont devenus égyptiens. Des milliers d'heures de travail dont on n'a pas trop su au final si ça a vraiment profité à la fois à la France et à la fois à la paye des ouvriers des chantiers navals. Bref, M. Moscovici n'a pas de leçon à donner. Et ces puissants n'ont pas de leçon à donner, que ce soit Moscovici, le maire, Macron et leurs représentants locaux, ici, comme David Samsin, ils n'ont pas de leçon à donner parce que lorsqu'ils seront de nouveau
au rendez-vous du suffrage des électeurs, comme par exemple à l'élection municipale de 2020, et 2020 c'est dans pas très longtemps, c'est dans 1 an et demi, mais ça se prépare en amont, quand ils seront devant les électeurs nazériens, je ne suis pas certain, vous n'êtes pas certain, nous ne sommes pas certains, je crois, qu'ils feront les suffrages qu'ils faisaient auparavant depuis des décennies, croyaient-ils, de manière automatique. Vous savez, il y a dans les bastions communistes, par exemple, il y a cette tradition de croire qu'on peut aller être élu comme ça facilement au premier tour. On va parsemer quelques subventions par-ci par-là quelques semaines avant l'élection, et puis on se dit, c'est dans la poche. Les socialistes ici font la même chose à Saint-Nazaire, et vous les verrez dans les semaines à venir, vous proposez aux Nazériens un surcroît d'activités culturelles, un durable de subventions associatives, plein de fêtes, etc., pour, croit-il, accroître leur puissance électorale, mais il est peu probable qu'en réalité, non seulement ils accroissent leur puissance électorale, je crois qu'il est peu probable qu'ils gagnent la mairie. C'est pour cela que nous sommes au combat, alors même si ce n'est pas une échéance tout à fait proche, et qu'il faut prendre les échéances normalement par ordre chronologique. Il faudra donc combattre pour les élections européennes de 2019, et ensuite embrayer sur la municipale. Ça va être assez fatigant d'ailleurs. Mais ça ne nous empêche pas de préparer ce combat. Toujours, comme nous vous l'avions expliqué, c'était en avril, lors de notre réunion, avec cette philosophie d'un rassemblement intelligent, d'une union des Nazériens, qui est notre mot d'ordre ici à Saint-Nazaire. Dépasser cette matrice, cet outil que nous jugeons très précieux, qu'est le Front National de Saint-Nazaire, le dépasser pour rassembler plus largement des Nazériens qui peut-être sont sans étiquette, sont indépendants, qui peut-être sont des abstentionnistes un petit peu déçus du système, des Nazériens qui peuvent être de droite, divers droite, des Nazériens, comme nous l'avons expliqué il y a quelques jours, qui peuvent être par exemple de Debout la France, le mouvement de Nicolas Dupont-Aignan. D'où le fait que nous ayons écrit aux représentants locaux de DLF une lettre ouverte avec quelques propositions ce qui pourrait être un projet commun minimal pour que nous arrivions à constituer une liste unique d'union des Nazériens contre à la fois David Samzin, qui probablement se représentera, il a dit qu'il se représentait, et le candidat, le monsieur X ou la madame X, qui représentera ici localement Emmanuel Macron. Nous ne voulons aucune de ces deux options que sont cette gauche, ce reste du Parti Socialiste et ce macronisme qui pense gagner la mairie, alors que Emmanuel Macron a très peu d'assises dans les villes. Ce pourquoi nous avons proposé à Debout la France, et nous proposerons à d'autres forces politiques, et nous proposerons à des gens sans étiquette, de nous rallier sur cette base commune, minimale, des 5 points. Nous avons alerté ceux qui pourraient être nos alliés demain sur 5 questions importantes, les questions de sécurité à Saint-Nazaire, parce que nous voulons notamment qu'il y ait une véritable vidéoprotection, avec des vraies caméras, des caméras dômes, des caméras circulaires, pas des caméras dont les angles de vue sélectionnent tout, sauf ce qu'il y a à filmer. Notamment des caméras qui ne filment pas là où se fait le deal de drogue au quotidien. Ah ouais, mais ils savent où est sans les cams, donc voilà. Oui, ils savent où elles sont, mais déjà elles sont peu nombreuses. Et tout cela est organisé d'une telle manière qu'on a l'impression que c'est juste une réponse à l'opinion publique, et pas quelque chose qui est fait sérieusement. Et il n'y a personne à... Parce que pour moi, Attends, on va intervenir après. Okay. Vas-y, on débattra là-dessus. De toute façon, quelques dizaines de caméras dans une ville de 70 000 habitants, alors qu'il y en a quasiment autant dans des villes comme Pornichet ou comme Trignac, c'est pas sérieux. On voit qu'il y a un seuil qui est complètement ridicule de caméras. Même chose d'ailleurs pour la police municipale, dont on a l'impression qu'elle est ici un peu une police décorative, et dont nous souhaitions par le passé, je pense que c'est toujours l'actualité, qu'elle soit par ailleurs armée, qu'elle puisse avoir des moyens d'intervenir beaucoup plus opérants. Nous voulons aussi parler à nos alliés éventuels de la fiscalité à Saint-Nazaire, parce que même si le maire
globalement à stabiliser le niveau des impôts locaux. Ça, on ne peut pas lui faire le reproche qu'il ait augmenté les impôts. Ceci étant, les impôts intercommunaux, eux, ils augmentent. Il y a bien un moment où les impôts, avec notamment le grand plan d'investissement de 200 millions d'euros qui a été contracté il y a 2 ans, il y a bien un moment où les impôts, ils vont avoir une tendance à augmenter. Alors, ce qu'espère le maire, c'est naturellement que cette augmentation, elle se fasse après la fin de son premier mandat, après 2020. Mais il est probable que dès 2021, dès 2022, nous allons trinquer. Aussi, nous allons faire les économies nécessaires, notamment vis-à-vis des postes doublons, dans les postes de direction, dans les postes qui font doublon avec la carène. Ce sureffectif de la fonction publique territoriale qui est structurelle, qui existe en France, mais qui en plus est aggravé en général quand la gauche gère, parce qu'il faut rémunérer les petits copains et qu'on engage un petit peu à tour de bras. Eh bien, ces doublons, nous allons les rationaliser, nous allons diminuer la masse salariale, pas des fonctionnaires catégorie A, pas des fonctionnaires de base, si je puis dire, mais vraiment des postes de direction, des postes de cabinet, etc. Pour arriver à terme, à mi-mandat, à une baisse des impôts et une baisse de la dette que nous avons chiffrée à 2% par an à partir du mi-mandat. Ce qui permettra à la ville de faire quelque chose comme 6% de baisse de dette d'ici la fin du municipio. Le troisième engagement qui est relatif à la culture n'est pas très difficile à comprendre, c'est simplement donner la priorité d'accès aux Nazériens à la culture. Ça paraît assez évident de dire ça. Mais on n'a pas tellement l'impression dans l'offre culturelle nazérienne que les Nazériens, que les catégories populaires, que les classes moyennes soient toujours pleinement associés au projet culturel de la ville, soient tellement associés. Ce que tu cites, Arnaud, sur Joe Star, c'en est un bon exemple. On avait l'impression... Du Ramadan. Oui, par exemple. J'allais venir d'ailleurs sur l'aspect communautarisme. Ce qui est cité sur Joe Star, c'est intéressant, parce qu'on a fait venir ce chanteur, et on a failli faire venir d'ailleurs Bertrand Cantat. On peut en penser ce qu'on veut, mais globalement, c'était une offre culturelle qui, sans doute, ne répondait pas aux souhaits intimes des Nazériens, qui n'ont pas forcément, il y a la liberté artistique, la liberté d'expression, mais ils n'ont pas forcément ces chanteurs au fond de leur cœur. Ils aimeraient peut-être une offre un peu plus populaire, une offre qui fasse la part belle à notre histoire, même si c'est une histoire récente, à notre histoire ouvrière, peut-être aussi une offre qui parle de nos cultures locales, de la bretonité. Toutes ces choses-là existent assez peu à Saint-Nazaire, parce que Samzin a fait encore plus que Batteux une offre culturelle pour les élites. Et surtout, Samzin subventionne à tour de bras quelques associations communautaristes dont nous vous parlons souvent et que vous connaissez bien, que ce soit la LICRA, que ce soit le Mouvement de la Paix, que ce soit la Ligue des droits de l'homme. Il n'y aura plus de subventionnement public pour ces associations dont nous disons et dont nous continuerons à dire qu'elles sont antinationales, qu'elles sont anti-françaises, parce que très clairement, elles disent que la France n'est pas si important que ça et qu'encore il faut combattre, ce sont censées être des associations neutres politiquement, mais qu'il faut combattre au quotidien le Front National. Il n'y a pas de raison que la mairie de Saint-Nazaire finance des associations qui prétendent être neutres politiquement, mais qui en réalité sont archi-politisées. Quatrième engagement, et là je reviens un peu à ce que disait Arnaud, tous les espoirs sont fondés. Tous les espoirs sont fondés à condition que nous ayons du volontarisme. Il y a certaines choses qu'on ne pourra pas changer localement à Saint-Nazaire. Mais notre quatrième point, qui est relatif aux réformes territoriales, vous savez, ces lois qui ont été faites à la fin du gouvernement Hollande, les lois MAPTAM, les lois NOTRe, qui ont une influence ici localement à Saint-Nazaire, parce que Saint-Nazaire est devenu le centre d'une intercommunalité, la Carène, qui gère grosso modo la vie d'une dizaine de communes, qui gère des aspects très concrets de la vie quotidienne des gens. Par exemple, la manière dont doit être gérée la Brière, le parc naturel de la Brière, c'est maintenant la Carène, et c'est le PNR qui gère cela, et ça n'est plus tellement, et ça n'est plus du tout les Briérons, qui pourtant avaient la propriété du marais indivis depuis des décennies. Ça, c'est la faute de l'intercommunalité, ça, c'est la faute
de ces réformes territoriales sur lesquelles nous ne pourrons pas toucher au niveau local, mais nous comptons beaucoup plus les contester au niveau intercommunal que nous ne le faisons actuellement, parce que actuellement nous sommes 3 au conseil municipal, et c'est heureux, avec Stéphanie et Jean-Claude, nous ne sommes qu'un à vous représenter au conseil communautaire, à l'agglomération. Ce n'est pas tellement facile de faire passer des messages contre 59 élus qui ne jurent que par l'intercommunalité, qui ne jurent que par la métropolisation et la perte de pouvoir des communes. Par exemple, sur les questions d'urbanisme, il y a 2 ans, les communes ont perdu leur prérogative d'urbanisme. Maintenant, c'est Saint-Nazaire qui gère l'urbanisme des 9 autres communes constitutives de la Carène. Eh bien, sans pouvoir changer cela, il nous faut pouvoir contester beaucoup plus efficacement, avec beaucoup plus d'élus au conseil communautaire, cette politique nationale pour laquelle nous n'avons pas voté, parce que, et pour reprendre le mot d'Arnaud, elle est l'œuvre d'un organisme supranational, antidémocratique et non élu qu'est la Commission européenne. Et puis, le 5e et dernier point de ce projet de programme minimal que nous proposons à nos alliés, à qui nous tendons la main, c'est l'aspect de l'industrie. Là encore, nous n'avons que très peu de marge de manœuvre au niveau local, mais il est important tout de même d'affirmer une parole publique forte sur les questions industrielles, parce que nous ne sommes pas au beau fixe sur le plan industriel, quelle que puisse être l'impression que donnent certains journaux, que donne M. Samzin, bien sûr, que donne M. Grosvalet, qui gère le conseil départemental, ou que donne la chambre de commerce et d'industrie. Ce n'est pas parce qu'il y a les 10 ans de carnet de commandes plein que tout va rouler, que tout va tourner. Tout est encore fragile, d'autant plus que nous avons tout de même vécu l'an dernier une histoire qui n'est pas finie, qui est le changement d'actionnaire majoritaire au chantier naval, anciennement STX, qui probablement vont devenir Fincantieri, les Italiens. Nous avons souhaité, et Jean-Claude l'avait expliqué, dès juillet 2013, pas en juillet 2017, quand il y avait l'occasion de le faire parce qu'il y avait les élections, en juin 2017, en juillet 2013, quand il n'y avait pas tellement de raison de l'expliquer, nous avions expliqué que nous souhaitions une nationalisation qui soit, nous avons peaufiné notre programme, une nationalisation temporaire et partielle, parce que nous considérons que les chantiers navals de Saint-Nazaire sont l'un des outils stratégiques de la puissance industrielle française. C'est tout autant un enjeu financier qu'économique ou que symbolique, parce que nous croyons que la France, et Saint-Nazaire en particulier, ont vocation à rester dans le XXIe siècle des places fortes industrielles. Nous avions demandé cette nationalisation. Parce que Saint-Nazaire, vous le savez, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est Saint-Nazaire, mais enfin, si demain nous allons construire, par exemple, ce second porte-avions, oui, nous le construirons à Saint-Nazaire et nulle part ailleurs. Rien que ça devrait inciter nos dirigeants à un peu plus de clairvoyance, à aussi un peu plus de vision de long terme, et pas simplement voir l'horizon à quelques mois. Ils devraient avoir une vision de beaucoup plus long terme. Ils devraient nationaliser pour de bon les chantiers navals de Saint-Nazaire et ne pas les laisser aux Italiens. C'est pour ça que dans ces 5 points que je vous ai cités, nous proposons cette mesure peu importante en apparence, mais symbolique. Déjà qu'il n'y ait plus les 17 adjoints au maire qui ne servent à rien, qu'on les contracte, et qu'il n'en reste plus que 10, et que parmi ces 10 adjoints au maire, il y ait un adjoint à l'industrie locale, peut-être à d'autres choses, à l'artisanat ou je ne sais pas, mais un adjoint qui s'occupe des questions d'industrie, qui parle au quotidien aux sous-traitants, qui soit l'interlocuteur de ceux qui ont besoin de réponses pratiques, concrètes sur les questions industrielles. Ce sera l'interlocuteur de cette grande partie des Nazériens qui travaillent dans l'industrie, et ça ne fera pas de mal, nous le pensons, à la fois à la vie publique dans notre ville et puis à la bonne santé de nos boîtes, de toutes les boîtes qui composent le tissu industriel nazérien. Voilà ces 5 points qui pourront demain faire un programme minimal d'une liste qui ne sera pas strictement Front National, qui sera élargie à d'autres composantes, avec des gens qui sont indépendants, qui n'ont pas forcément d'étiquette, comme je vous l'expliquais. Comme le disait Arnaud, encore une fois, tous les espoirs sont fondés, à condition toutefois que
effectivement, nous préparions ces échéances suffisamment à l'avance. Bon, j'ai contacté d'ores et déjà un certain nombre d'entre vous pour que vous nous appuyiez sur les listes municipales. Nous allons nous mettre au travail de manière beaucoup plus intense, naturellement, en septembre prochain à la rentrée, avec les élections européennes et les élections municipales. Et d'ici là, je vous rappelle notre rendez-vous du 23 juin. Nous recevrons, et il nous parlera d'ailleurs des questions d'industrie, Gilles Le Breton, député européen de l'Ouest, au Parlement européen. Il viendra nous parler à Montoire de Bretagne des questions industrielles. Donc, nous avons du pain sur la planche. Merci.